question de Didier. La compagnie italienne Trenitalia va bénéficier de 30 millions d'euros d'aide pour concurrencer la SNCF sur la ligne Marseille-Paris. Que vous inspire cette information ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la bonne information. Moi, ce que j'ai lu, mais je peux me tromper, vous me prenez tout à trac, ce que j'ai cru lire, c'est que c'est Réseau Ferré de France qui gère le réseau ferré, qui facture l'utilisation du réseau ferré en France à des prestataires étrangers et qui aurait fait ou qui aurait accordé ou qui viserait à accorder une réduction de 30 millions d'euros, c'est bien ça, hein, je crois, aux chemins de fer italiens pour que les chemins de fer italiens daignent venir assurer la desserte que vous citez. Voilà. Donc c'est pas exactement une subvention, c'est une moindre facturation. Alors c'est un peu différent. Ça c'est sur le fond du truc. Alors maintenant, c'est sur le cas particulier. Maintenant sur le fond des choses, je renvoie à mon programme. J'ai prévu dans le programme, ça fait des années maintenant, c'est que il faut revenir à ce que souhaite le peuple français, c'est-à-dire il faut que l'État assure la justice sociale, une justice sociale. Je ne demande pas, c'est pas l'égalitarisme avec tout craint, mais une certaine justice sociale, et qui passe notamment par des services publics puissants, en situation de monopole, et qui aient des dotations financières confortables. Moi, j'ai connu une France, je ne suis pas le seul, toutes les personnes qui ont mon âge ont connu la France à une époque où la Poste marchait extrêmement bien. Vous mettiez une enveloppe avant 16 heures dans un village, le lendemain, ça arrivait à l'autre bout de la France au courrier du matin, c'était impeccable, c'était pas très cher, ça marchait extrêmement bien, vous aviez un tampon, vous saviez d'où ça avait été posté, à quelle heure, etc. Il y avait tout un service. J'ai connu une époque où il y avait la SNCF qui avait des trains extrêmement ponctuels, avec d'ailleurs des tarifs qui étaient raisonnables. D'ailleurs, il y avait même, quand j'étais petit, c'était le même tarif pour tout le monde, à partir de, enfin pas pour tout le monde, selon les âges, mais par exemple, il n'y avait pas selon les périodes de vacances, pas de vacances, etc. Il n'y avait pas voilà, vous pouviez acheter un billet de train, l'utiliser à tout moment. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu la galère. Quand vous achetez un billet de train, il faut savoir combien vous allez le payer. Vous avez 50 tarifs différents. Enfin, c'est un truc invraisemblable. Et il y avait, c'était et ça marchait très bien. Enfin, tout le monde félicitait les chemins de fer français pour leur extrême ponctualité. Maintenant, c'est peu dire qu'on en est loin. Maintenant, on a presque l'impression d'un sabotage volontaire des services publics où on a coupé les vivres, on a coupé les financements, etc. Ce que je dis de la Poste, ce que je dis de la SNCF, je peux le dire des réseaux d'adduction d'eau également. Je peux le dire de la RATP, je peux le dire d'un certain nombre de... Donc je rappelle que dans le programme présidentiel, j'avais prévu la non-privatisation ou la renationalisation de tous les grands services publics de réseau, c'est-à-dire EDF, GDF, qui n'est pas privatisé, mais enfin il y a des tendances qui sont derrière, de SNCF. Je ne vois pas ce qu'a apporté la structure de Réseau Ferré de France, si ce n'est qu'un truc à l'américaine pour faire voyager des chemins de fer étrangers sur les lignes françaises, pour faire du cabotage. Mais le problème quand on ouvre ça, c'est que vous allez avoir des compagnies étrangères qui vont venir sur les lignes les plus prolifiques, les plus profitables, et qui vont laisser le reste, à la SNCF. Donc la SNCF, du coup, elle fait quoi? Si elle a des objectifs de rentabilité, elle va fermer les lignes. C'est exactement ce qui se passe. Donc bref, tout est à revoir. Hein. Donc je répète, pour nous, c'est soit la renationalisation, soit la privatisation, soit la non-privatisation pour les entreprises comme EDF qui ne sont pas dénationalisées, de EDF, GDF, la SNCF, les postes et télécommunications, la RATP et les grands réseaux d'adduction d'eau dans les grandes villes. Voilà. En gros, je pense que j'ai pas dû en oublier. Voilà. Et peut-être aussi, il y a quand même aussi le transporteur national Air France, parce que je crains beaucoup que ça ferait tellement plaisir à des européistes de nous dire, ah, ça y est, c'est terminé, Air France, ça n'existe plus. Maintenant, pour aller de Paris à Marseille, vous serez obligé
de prendre, je sais pas quoi, ma United Airlines ou bien Emirates, ça leur ferait tellement plaisir. De la même façon, il y en a qui ça a fait tellement plaisir lorsqu'il a fallu mettre le paquebot France à la casse. Voilà. Eh bien, moi, je ne veux pas qu'on leur laisse ce plaisir. Voilà. Alors, je précise bien que qui dit nationalisation ne dit... Ah oui, j'ai oublié les autoroutes. De ce cher monsieur de Villepin qui a le droit actuellement à tous les médias que l'on présente comme un type extraordinaire gaulliste. Il est gaulliste comme je suis, moine tibétain, excusez-moi. Monsieur de Villepin, il a certes fait le discours en 2003 sur l'affaire de l'Irak. Paraît-il d'ailleurs que c'est Bruno Le Maire qui était au Quai d'Orsay qui lui aurait fait. Bon. Mais en attendant, monsieur de Villepin, il a bradé nos autoroutes, c'est de façon absolument scandaleuse. Il a été à l'origine du CPE, il est ultra européiste, il travaille au Qatar, et maintenant il est pour une défense européenne alors qu'il sait pertinemment que ça ne peut pas marcher, enfin bref. Donc moi je suis pour la renationalisation aussi des autoroutes. Alors ce que je voulais dire, c'est que, je me permets d'entrer un peu dans un petit détail qui n'est pas négligeable, c'est que nationalisation, ça veut dire que c'est l'État qui fixe les orientations générales. Mais on n'est pas obligé d'arracher tout le capital. Il y a la différence. À un bout, vous avez les entreprises étatisées. C'était le cas de DF-GDF, où tout le capital est possédé par l'État. Ça, c'est un extrême qui peut se justifier dans un cas comme EDF-GDF, puisque EDF-GDF a besoin d'investissements très très lourds dont la durée de vie est de 30 ou 40 ans. Donc c'est absolument absurde de fixer à un électricien une espèce de rentabilité à vérifier tous les 6 mois. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, ce que faisaient les Américains. Ils s'étaient plantés. C'est justement parce qu'on ne faisait pas ça que du temps de Gaulle, un génie, j'en ai déjà parlé, qui est Marcel Boiteux, qui était président d'EDF pendant très longtemps, a mis un modèle économique fantastique qui a fait de EDF le premier électricien mondial. Donc ça, c'est des entreprises étatisées. Vous avez des entreprises nationalisées. C'est des entreprises où la majorité du capital appartient à l'État, peut avoir 51%. On peut avoir une entreprise, 51% appartient à l'État, 49% appartient au privé. Vous pouvez avoir des entreprises nationalisées en ayant moins de 51%. Il suffit que le flottant, ce qu'on appelle le flottant, c'est les petits porteurs, soit très parcellisé, pour que quelqu'un qui a une plaque de 10 ou 15% dans le capital puisse en fait fixer l'orientation générale de l'entreprise. Donc vous pouvez avoir une nationalisation à moindre coût. Et vous avez même alors le champion du monde de la gratuité, de la nationalisation, c'est ce qu'on appelle la golden share, c'est-à-dire l'action dorée. C'est-à-dire que par la loi, l'État décide d'acheter une action dans une entreprise et il décide par la loi que cette action lui donne la possibilité de diriger l'entreprise et de fixer les grandes orientations. Ça a été le cas, il y avait jadis le Crédit National qui avait été comme ça. Donc le Crédit National était coté en bourse, était possédé par ce qu'on appelait les zinzins, les investisseurs institutionnels, la Caisse des dépôts et consignations, telle ou telle grande banque, qui avait 40% du capital. Il y avait 60% du capital qui était détenu par des particuliers, qui étaient cotés au règlement mensuel à la Bourse de Paris. Et vous aviez une action qui tenait le pouvoir. Alors évidemment, tout ça est absolument interdit par l'OCDE, par l'Union européenne. Oulala, c'est absolument au resco référence, etc. Mais enfin voilà, il y a 1000 façons en fait de régler ça. Et je ne suis pas du tout. Il y a des gens qui vont dire oulala, c'est un jacobin. Non, pas du tout. Moi, je suis tout à fait pour la libre entreprise non faussée. Ça veut dire au passage, il faut donner de la respiration à toutes nos entreprises, à diminuer évidemment drastiquement toute une série d'impôts, etc. qu'ils payent. Enfin, les artisans. Vous voyez, je reviens sur l'affaire de Rudi Reichstadt, parce que le fonds Marianne, les dizaines de milliers d'euros, c'est un exemple, mais c'est de l'argent qu'ont payé les Français. C'est des petits artisans, c'est des agriculteurs qui ont payé. Vous savez, quand vous êtes agriculteur, que vous ne gagnez pas le SMIC, ils ont payé parfois. Soit ils payent l'impôt sur le revenu, soit ils ne le payent pas, mais ils le payent dans la TVA quand vous dites que vous achetez des produits. Tout ça, l'argent de l'État, ça vient de ça. Donc il faut être extrêmement respectueux de l'argent des contribuables. Et moi, je suis comme tout le monde. Moi, j'ai pas envie de voir mon argent dilapidé. Et donc il a l'argent, depuis que je fais cette vidéo, là, j'ai montré la dilapidation de l'argent, 125 millions d'euros dépensés par Macron. Mais si on fermait l'Élysée, honnêtement, 125 millions d'euros d'économie, qu'est-ce qu'on serait tranquille? Et ça se passerait beaucoup mieux, hein.
d'un seul coup, les pays du monde diraient « Ah bah ça y est, ils se sont débarrassés du cinglé. » Voilà. C'est ça, hein, tout le monde n'attend que ça dans le monde entier, d'ailleurs, au passage. Et donc, moi, je vois cet argent, je suis désolé, M. Rudi Reichert qui a osé me faire la morale, mais enfin, l'argent qu'il a piqué au fonds Marianne, l'argent dont bénéficient ces vidéos qui ne sont écoutées par personne, c'est de l'argent que des pauvres gens ont mis de côté. Et il veut me donner des leçons de morale. On va voir ça, d'ailleurs, avec Madame Amélie, la journaliste. Ismaëli. Voilà.